mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors, on se retrouve comme chaque lundi matin. On est ensemble le lundi, le mardi, le mercredi de 10h30 à 11h30. D'habitude, on est en direct, mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une émission enregistrée. Donc, vous n'aurez pas l'occasion de participer au débat avec des témoignages ou des questions, mais on fera notre maximum pour essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez et ne pas vous laisser en reste, Inch'Allah. Et le thème du jour est l'enseignement à distance, avantages et inconvénients. Et mes invités aujourd'hui sont, alors, Monsieur Rachid Achour, vous êtes directeur du centre de l'ONEFD de Tizi Ouzou. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous également. Bonjour. À vos côtés, c'est Monsieur Abdelhafid Boudjemline, vous êtes organisateur du salon l'EducTech, donc le salon de l'éducation et de la technologie de la connaissance. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et en face de vous, c'est Monsieur Omar Ali Yahi, vous êtes le directeur général de Biform, le leader en e-learning en Algérie. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. Et bien sûr, Wahida Salim Sherif avec sa rubrique Oui Cher. Oui, bonjour Mounia. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah. Bon week-end? Très bon week-end, à faire le ménage, beaucoup de ménage. Ah oui, je pense que c'est le week-end de tout le monde, faire le ménage, c'est ça. On oui. devrait faire un sujet d'ailleurs un jour. Pourquoi pas? Ça concerne la famille, c'est clair. Mais sinon, j'ai fait de très belles rencontres, Mounia, ce week-end. Oui. On avait parlé la semaine dernière de tout ce qui est des primes saisonnières. On a eu des professionnels avec nous qui ont conseillé à nos téléspectateurs de sortir, de prendre l'air, profiter des beaux jours. Ben, j'ai trouvé deux mamies. Elles étaient deux copines, elles m'ont reconnue, elles m'ont fait de moi Canal Algérie. Et moi, j'étais toute contente. On dit, on a regardé ce matin, vous avez dit sortez. C'est ce qu'on est en train de faire. Je suis très contente. Voilà. Ah bah, tant mieux, c'est que ça. D'ailleurs, je les salue et je leur dis bonjour. Bah oui, on dit bonjour à tous les téléspectateurs et bien sûr, dès qu'on sera en direct, donc à partir de demain, on sera en direct, vous pourrez nous appeler sur le téléphone et participer à l'émission. Et on est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors, l'enseignement à distance est un système éducatif qui permet aux personnes qui ne peuvent suivre un enseignement présentiel pour des raisons diverses, de recevoir un apprentissage personnalisé de manière autonome et sans se déplacer. Donc c'est à partir du moyen qu'on peut commencer à s'inscrire en enseignement à distance, faire l'école à la maison. Donc première question, c'est la question que je me pose, je pense que pas mal de personnes aussi se posent, pourquoi c'est à partir du moyen et ça ne commence pas au primaire? Ça commence au primaire, mais ça n'est pas des prérogatives de l'ONEFD. D'accord. Il y a également l'ONAEA, Okay. qui est l'Office d'alphabétisation, qui est chargé justement d'alphabétiser les personnes dès l'âge de la scolarisation en quelque sorte jusqu'à l'âge du moyen, jusqu'à obtenir ce qu'ils appellent l'attestation de Taharrur min al-Ummiya. D'accord. Donc c'est un cadre d'alphabétisation et ensuite nous on prend le relais. Mais l'ONEFD en fait se charge de tous les élèves ou de toutes les personnes qui ont déjà acquis ce niveau primaire et qui ensuite désirent continuer leurs études et approfondir jusqu'à arriver au bac et pourquoi pas même à l'université et même au-delà. Et il n'y a pas de limite d'âge? Aucune. On peut s'inscrire à 50 ans, 70 ans? Aucune limite d'âge. De 7 à 77 ans, comme dirait l'autre. Eh bien, très bien. Ce que je vous propose, avant de commencer d'en parler, on va suivre un reportage de notre journaliste Farida Ben Muslim, justement, qui s'est déplacé à la direction de l'ONEFD et qui va nous parler justement de l'école à la maison, tout simplement de l'ONEFD et comment que ça se passe. Comment se former et acquérir un niveau d'études quand on n'a pas pu le faire à l'école? Est-il possible de continuer à évoluer quand on a échoué? Plus que jamais, l'enseignement à distance offre cette possibilité, une solution idéale d'étudier, de valider un diplôme et d'avancer même dans ses études quand on n'a pas eu le temps et la possibilité de le faire. L'Office national d'enseignement et de la formation à distance, c'est un établissement à caractère public administratif sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Un de ses premiers objectifs, c'est de permettre à toute personne, quel que soit son âge, de terminer sa scolarité, améliorer sa situation professionnelle, sa situation sociale. Combattre le phénomène de la déperdition scolaire en utilisant toutes les méthodes, notamment les technologies de l'information et la communication. L'Office national de l'enseignement et de la formation à distance offre bien des avantages aux apprenants qui ont la volonté de réussir.
Une plateforme leur est dédiée pour s'informer, s'inscrire et étudier. Elle est accessible pour tous et a bien démontré son efficacité. Donc, ce sont des entretiens qui entrent dans le cadre de l'évaluation diagnostique, qui est une opération qui a une importance cruciale au niveau de l'Office, puisqu'elle nous permet de dresser le profil de l'apprenant dès le début de son parcours, c'est-à-dire dès la première AM, le premier niveau à l'ONET, qui est la première année moyenne. On dresse le profil de l'apprenant et par la suite, on pourra lui offrir un apprentissage, un style d'apprentissage qui lui convient. سقسي ثاني بيلا لصحابك اسكو تحسوا مع نوصك تحسوا مع عائق اللي يفشلك على القرايه يقولوا لك باغ اكزومبل راكي كبير خلاص واش دير بالقرايه لازم انت تلقى روحك انت واش تكون باش تلحق لوين راك حايل صحاب تلقى بنادم واحد مليح تلقى 5 6 عباد ما يحبولكش تربح تما يقولوا لك روح في بوطي روح دير قدا دير قدا بار كونطر انا في عمري 33 سنه ماذا بيا نجي نقرا نيفولي في بلادي. C'est un guide qui les accompagnera de manière continuelle durant leur parcours. Depuis leur inscription, la réception des cours, des devoirs, l'interaction avec les enseignants, jusqu'au jour du passage à l'examen. Ben voilà, là on est en plein préparatif pour l'examen de fin d'année, l'examen sommatif de fin d'année qui se passera au mois de finale, au mois de mai. Là, on est en train de préparer les enveloppes qui vont être dispatchées à la fin du mois de mars vers les centres de wilaya. Là, c'est tous les niveaux, à partir de la première année moyenne jusqu'à la terminale. Et là, c'est nos livres, c'est les livres de l'ONEFD. C'est des livres, c'est le programme national adapté à l'enseignement à distance. L'enseignement à distance d'aujourd'hui est une méthode d'apprentissage accessible à tous, aujourd'hui développée en fonction des innovations technologiques, les TIC. Il se fait d'une façon asynchrone, c'est-à-dire des cours qui ont lieu en différé, le tout en un clic. Pour rappel, l'ONEFD est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation, chargé de dispenser un enseignement à distance, plus flexible et adapté à tous les rythmes. Un secteur où beaucoup d'efforts ont été mis en évidence afin d'offrir de nouvelles perspectives aux apprenants et aux enseignants. Dès que l'apprenant est inscrit au niveau de l'ONEFD, il a un objectif. C'est de réussir dans sa scolarité, d'aller à l'avant, d'aller à l'université, d'aller vers un poste de travail, d'ouvrir sa société, d'avoir un métier. Et lorsqu'on a un objectif dans la vie, avec beaucoup d'enthousiasme, je pense qu'une des méthodes les plus importantes, c'est les occuper, surtout de leur donner espoir. Surtout avec les nouvelles méthodes, parce que c'est des méthodes qui regroupent l'apprentissage avec le plaisir. Des cours animés, des ateliers pédagogiques en visioconférence, une dynamique engagée dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif quant à l'enseignement à distance et de l'intégration des TIC. L'ONEFD propose à ses apprenants des livres classiques, des CD de cours et des plateformes. Dans ces plateformes, il existe plusieurs filières. Tous les apprenants sont inscrits où ils trouvent tous les cours en numérique ou en vidéo. Plus, ils peuvent faire une interaction avec les profs en posant des questions. Plusieurs profs sont disponibles sur ces plateformes, répondent aux préoccupations et questions des apprenants. L'Office national de l'enseignement et de la formation à distance renvoie une modalité d'enseignement en ligne qui permet à nos jeunes de se réintégrer en société et d'être encadrés par des formateurs soucieux d'apporter le meilleur. Et voilà, de retour, donc on l'a vu dans le reportage, il y a des formateurs, on peut soit avoir le format livre ou être sur des plateformes, c'est très intéressant, surtout que maintenant ça a beaucoup évolué, l'éducation. Justement, c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui avec nous, surtout avec la Covid ou le Covid, bon,
chacun le prononce comme il veut. C'est Voilà. la maladie Covid ou le Covid, le virus. Voilà, le virus, la pandémie, justement, qui nous a tous touchés. On s'est tous retrouvés à travailler à la maison ou à étudier à la maison. Donc, c'est une solution vraiment qui marche et que beaucoup ont adopté pour être beaucoup plus libre aussi. C'est un gain de temps, le fait d'avoir l'école à la maison, de programmer ses horaires. Voilà, j'étudie de telle heure à telle heure, et puis le reste, je peux faire mes tâches, je peux faire autre chose. Je peux reprendre mes études alors que j'ai arrêté il y a pas mal de temps. Je peux me réorienter si je veux. Donc, justement, les inscriptions, on est en pleine période d'inscription, je pense. Nous sommes effectivement en pleine période d'inscription. Les inscriptions ont débuté depuis début septembre, depuis quasiment la mi-septembre. Et elles s'étaleront théoriquement jusqu'à la fin octobre, ou éventuellement pourront être prolongées. Donc, l'inscription, elle se fait en ligne. D'accord. Elle se fait carrément en ligne sur le site de l'ONEFT. On n'a pas besoin de se déplacer ou quoi que ce soit, ramener un dossier. Aucun déplacement, si. Il y a quand même un petit dossier à fournir. Pour justifier d'un niveau scolaire minimum, il faut bien qu'on puisse étudier le profil de l'élève et savoir dans quel niveau on peut l'inscrire, savoir également comment le suivre. Nous avons également instauré en moyenne une évaluation diagnostique. C'est une évaluation qui se fait en présentiel avec des conseillers d'orientation qui sont généralement des psychologues scolaires. Donc on les reçoit. On étudie leur profil, donc et psychologique et pédagogique. Donc ils sont évalués par le psychologue scolaire qui se trouve au niveau de chacun des centres de Wilaya. À défaut, nous faisons appel aux conseillers d'orientation qui se trouvent dans les différents COSP. Donc ceux-ci sont chargés de l'évaluation psychologique de l'élève pour savoir pour quelles raisons il a quitté l'école. Nous avons pas mal d'enfants qui, avant même l'âge légal de la scolarité qui s'arrête à 16 ans, quittent carrément les bancs de l'école. Donc il faut bien faire quand même une évaluation de ce genre de situation et voir pour quelles raisons ils ont quitté les bancs de l'école. Et donc en parallèle, nous faisons également, grâce aux enseignants qui se trouvent dans les centres de Wilaya, une évaluation pédagogique. Donc nous évaluons l'élève pour savoir quelles sont les notions préliminaires qu'il a déjà acquises, que ce soit en mathématiques, en langue, les deux différentes langues jusqu'à présent enseignées, et plus tard avec l'anglais également. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, donc, une fois que l'élève est inscrit, chaque élève qui est préinscrit, une fois l'étude de son dossier approuvée, etc., la validation de son inscription, l'élève a accès aux plateformes de l'ONEFT. D'accord. Nous avons, jusqu'à présent, nous avons 7 plateformes. Ces 7 plateformes concernent l'enseignement moyen avec 2 paliers, c'est-à-dire première, deuxième et troisième AM à eux seuls. Nous avons le 4e AM qui est une classe charnière puisqu'il y a le BEM, le brevet qui doit passer. Donc cette plateforme-là concerne les 4e AM. Ensuite, nous avons la première AS, la deuxième AS, la troisième AS. Et nous avons, en plus de ça, 2 plateformes qui sont destinées spécialement aux élèves de 4e AM et 3e AS qui sont en présentiel. C'est-à-dire qui sont dans les établissements scolaires, qui sont scolarisés. Ce sont des plateformes de soutien scolaire. D'accord. Voilà. Donc ces 2 plateformes-là sont quand même suffisamment importantes du moment qu'elles permettent l'accompagnement de l'élève en présentiel grâce à des comment dirais-je, des outils pédagogiques supplémentaires qui leur permettent de mieux comprendre certains cours. Donc si on a fait un cours aujourd'hui, on peut le refaire sur la plateforme de l'ONEFT consacrée bien sûr à la 4e AM et la terminale. Exactement. Parce que c'est des classes quand même assez importantes. Donc, ce sont des niveaux charnières, comme je le disais. Donc, la 4e AM permet de passer au niveau secondaire et la terminale permet de passer également au niveau universitaire. Donc, ce sont quand même 2 niveaux charnières qui donnent besoin à l'élève d'avoir des outils supplémentaires. Et ces outils supplémentaires, on peut les fournir à partir du moment où nous avons des vidéos éducatives. Ces différentes vidéos, que ce soit des cours préenregistrés par des enseignants de l'ONEFT,
ou que ce soit également des vidéos éducatives. Mais les techniques d'enseignement sur des vidéos justement de l'ONEFT ne sont pas les mêmes techniques qu'on a, par exemple, en classe. C'est pas la même chose. Certainement. Il y a l'interactivité qui manque. Il y a l'interactivité qui manque. Voilà. En classe, il y a le professeur qui demande à l'élève, il se lève, il lève la main, il participe. Alors que là, c'est juste regarder, est-ce qu'on ne risque pas de se lasser ou de... L'interactivité existe justement à travers ces plateformes scolaires. Ah, d'accord. Voilà. L'interactivité ne se fait pas de façon directe, mais elle se fait de façon indirecte, du moment que nous avons des forums de discussion. Ces forums de discussion permettent aux apprenants de communiquer déjà avec les enseignants. Nous avons des enseignants qui sont dispatchés à travers le territoire national et de toutes les matières. Donc l'élève interagit avec l'enseignant et ça lui permet également, à travers cette plateforme, ça lui permet également d'interagir avec d'autres camarades du même niveau. Très bien. Et à travers le territoire national. Donc ça a un double avantage en fait. L'avantage d'apprendre et le second avantage, c'est la communication avec autrui à travers le territoire national. Ça fait même des contacts. Très bien. Donc c'est quand même, je trouve que c'est, enfin personnellement, je trouve que c'est un avantage. Non, c'est un avantage justement parce qu'on peut discuter avec les autres, les camarades, se dire voilà, j'ai compris ceci ou j'ai pas compris cela, se faire de nouveaux contacts, de nouveaux amis dans d'autres wilayas. Voilà, c'est un objectif à atteindre également. Voilà. Ça rapproche et c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui justement a fait l'école à domicile ou qui a fait peut-être des formations en ligne ou ce genre de choses, messieurs, madame? Moi personnellement, toutes mes formations sont... Oui, monsieur Omar. Oui, toutes vos formations sont? Toutes mes formations se font en ligne parce que j'ai pas le temps. D'accord. Du coup, vu que nous sommes dans l'ingénierie informatique, donc le cœur de notre métier c'est la technologie. Oui. La technologie avance très rapidement. Exactement. Et pour pouvoir continuer à exercer dans ce domaine, il faut se mettre à la page. Faire une mise à jour. Très régulièrement. Oui. Donc il y a des nouvelles technologies, il y a de nouvelles versions de solutions, il y a de nouvelles versions de serveurs. Donc il faut vraiment faire énormément de formations et pour faire toutes ces formations-là en présentiel, c'est très difficile. Donc on les fait. On est souvent occupé, on a souvent déjà. Voilà. On a des engagements, on travaille déjà, on est peut-être chef d'entreprise et on veut quand même se rafraîchir un petit peu. Comme je dis toujours, on ne peut pas vendre du e-learning et aller se former en présentiel, ça serait de la mauvaise pub pour nous. Donc on est vraiment dans ce cas-là. C'est vrai, et même pas forcément les personnes qui travaillent, même les mamans à la maison, on va dire celles qui sont à la maison et qui veulent étudier mais elles doivent s'occuper de leur enfant en bas âge, elles peuvent très bien reprendre l'école et apprendre. C'est précisément cette couche sociale-là qui est relativement défavorisée parce que bon, elles sont à la maison, elles ont arrêté leurs études pour X raisons. Oui. Elles se retrouvent à un moment où elles ont envie de reprendre les études, non seulement pour elles-mêmes, mais des fois même pour aider leurs propres enfants. Exactement. Donc, nous avons pas mal d'exemples dans notre centre, par exemple, ou alors à travers le territoire national également, pas mal d'exemples de mamans qui se sont réinscrites au CNEC pour pouvoir, j'appelle toujours le CNEC parce que c'est l'ancienne appellation. L'ancienne appellation, exactement. Donc, qui s'inscrivent au CNEC spécialement pour suivre un enseignement et avoir une formation pour pouvoir passer les examens avec leurs propres enfants et pouvoir les suivre également durant leur scolarité. Exactement. Donc ça, c'est... Il y en a beaucoup qui passent d'ailleurs qui n'ont eu aucune formation initiale. Oui. Donc qui sont passés par Mahoul Ommiya dont je parlais, les centres d'alphabétisation, et puis ensuite on continue leur cursus avec l'ONEFT. Et on a pas mal de cas qui ont été ensuite diplômés carrément de l'université. Bien sûr. En même temps que leurs propres enfants. Voilà, c'est très bien. C'est pour ça que je vous ai dit, l'âge n'a aucune importance. Oui, voilà. Très bien. Et justement, on a des témoignages que notre journaliste Falid Abdelmouslim a recueillis, des personnes qui sont revenues à l'école, à distance, avec l'ONEFT, qui se sont inscrits et ils nous partagent leur expérience.
J'ai dû arrêter mes études pour une durée de 20 ans. Je me suis rapprochée ensuite de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance, un système qui m'a permis d'avoir mon bac et d'obtenir une licence en droit. Aujourd'hui, je prépare mon master et mon objectif est d'atteindre le doctorat. Je me présente, je m'appelle Abdelrahman Amin, je suis étudiant à l'université de Bijaya Abdelrahman Mira en faculté des sciences exactes, en mathématiques et informatique. Ce qui m'a poussé à rejoindre l'ONEFT, c'est que j'ai besoin de changer ma filière. J'ai choisi de rejoindre l'ONEFT et de m'inscrire et d'avoir un autre bac qui me permet de rejoindre la faculté des sciences exactes. Je me suis inscrit à l'ONEFT en première année secondaire. J'ai pu ensuite réussir à l'examen du baccalauréat. L'ONEFT m'a permis d'exceller dans mes études universitaires et de travailler en même temps. Je remercie l'État algérien et l'ONEFT de m'avoir donné cette chance de pouvoir continuer mes études. Grâce à ce système, j'ai pu avoir mon bac et j'ai continué jusqu'à l'université, malgré l'âge et les distances. Aujourd'hui, je suis conseillère d'orientation au niveau d'une école moyenne. En parallèle, je prépare mon doctorat en psychologie scolaire. Très bien. De très bons retours, de très bons témoignages. Donc on peut réussir parce que souvent ça a été associé à l'échec. Souvent l'école, voilà, l'enseignement à distance a été associé à l'échec. Oui, il est arrivé à l'âge de 16 ans, il n'est plus scolarisable en classe, donc l'enfant se retrouve à faire l'école à la maison, et ça a toujours été associé à l'échec alors que pas du tout. C'est malheureusement pas le cas en fait. Oui. Nous avons toutes les tranches de la société en fait. Ça peut aller de l'enfant en échec scolaire, oui, à la personne qui n'a pas eu la chance d'avoir étudié du tout, à la personne qui a envie de se perfectionner, comme l'a bien cité notre oui, directeur général, M. Bouaziz, tout à l'heure dans le reportage. Il y a des personnes qui veulent améliorer leur niveau scolaire. Ils sont dans une administration publique, ils ont envie quand même d'avoir un minimum de bagages pour pouvoir répondre aux exigences de leur métier. Ils se sentent obligés de s'inscrire. Et nous avons pas mal de cas comme ça. Et je ne parle pas que de l'amélioration, nous avons également l'insertion sociale. Oui. L'insertion sociale et la réinsertion sociale. Je distingue bien les deux, hein, parce que l'insertion sociale, ça concerne la personne qui a envie justement d'être comprise par autrui, mais la réinsertion sociale, ça concerne également les prisonniers. Oui. Voilà. Ce sont des gens qui sont privés de liberté et qui sont privés également d'éducation. Et nous les prenons également en charge. D'accord. Voilà. Donc c'est une frange de la société qu'il ne faut pas négliger. Exactement. Si on veut que ces personnes-là se réinsèrent justement et puissent trouver un travail à la sortie pour ne pas récidiver, pour avoir une vie décente plus tard. Donc c'est une chance pour eux aussi de revoir sa vie, quoi. Mais bien sûr. Avoir un nouveau départ. Comment est-ce qu'on débarque dans la délinquance? C'est précisément en se retrouvant désœuvré. Voilà, exactement. Voilà, et le désœuvrement apporte la délinquance et la délinquance apporte ainsi de suite, les exactement. conséquences, voilà. Donc ça, on arrive quand même à récupérer pas mal de personnes de cette façon-là. Très bien, très bien. Nous en sommes fiers. Eh ben, tant mieux. Alors, Monsieur Omar Ali Yahi, donc vous nous l'avez dit, vous avez fait pas mal de formations en ligne, voilà. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à faire du e-learning en Algérie, parce que vous êtes l'un des leaders du e-learning en Algérie? Est-ce que c'était ça le fait de pouvoir l'avoir fait, parce que vous l'avez fait à l'étranger? Oui. En partie, oui. En partie. Voilà, donc vous vous êtes dit pourquoi pas pour l'Algérie, et je me lance en Algérie et je donne l'occasion à mes. C'est exactement le scénario qui s'est passé, parce que bon, nous avons lancé une entreprise en Europe, une entreprise justement spécialisée dans les technologies. On était confronté à pas mal de nouvelles technologies
auxquels on n'avait pas affaire avant. Donc on devait se perfectionner, on devait aussi coacher nos équipes, on devait intervenir sur des environnements de plus en plus complexes. Et notre seul moyen de pouvoir se perfectionner rapidement sur des technologies qu'on croise en cours de route, c'est les formations en ligne. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de se lancer dans ce projet-là en Algérie. Tout simplement parce que, personnellement, que ce soit pour moi ou pour mes équipes, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidé dans notre travail au quotidien. Et aussi, étant algérien d'Algérie, donc on sait bien que ce domaine-là n'est pas très exploré, n'est pas très exploité en Algérie. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer en Algérie pour investir justement spécifiquement dans ce domaine. Et c'est depuis 2015 qu'on travaille dedans et qu'on améliore nos systèmes et qu'on met en place des plateformes, qu'on accompagne des projets e-learning à 360 degrés, que ce soit de la 360 degrés, qui veut dire de la partie infrastructure, serveur, jusqu'à la partie application, solutions et plateformes, et jusqu'à la création de contenu sous différentes formes, c'est-à-dire des vidéos formations, cours interactifs ou alors même jusqu'aux classes virtuelles où nous avons notre propre système qui est quand même assez performant, qui est peu gourmand en connexion et qui offre une expérience utilisateur très très intéressante. Donc votre entreprise existe depuis 2015, c'est cela? En effet. Et est-ce que c'est la question qui va revenir, c'est la pandémie justement, parce que après la pandémie, beaucoup de choses ont changé et on s'est tous redirigés vers Internet, vers le e-commerce, vers le e-learning aussi, parce qu'à ce moment-là, on était tous confinés ou à moitié confinés, on ne pouvait plus aller à l'école, on ne pouvait plus sortir, on devait faire nos courses même pour certains sur Internet, nos leçons aussi. Il y a même eu une chaîne, El Marifa, qui a été lancée pour faire des cours aussi aux élèves. Et est-ce que ça a changé un petit peu, ça a changé quelque chose pour votre entreprise de e-learning? Est-ce que ça a changé un peu vos directions, on va dire? En fait, ça nous a permis de revoir notre vision. Parce qu'en fait, avant, on était prédestiné à créer des plateformes avec du contenu e-learning dans plusieurs thématiques. Et on s'était positionné sur un marché où nous allions vendre des formations. Mais depuis le Covid, on s'est rendu compte que le besoin était autre. Parce que nous avons en face des clients qui sont dans la formation, qui sont démunis par rapport au Covid, par rapport au confinement. Ils ne savent pas quoi faire, quelle technologie utiliser, quelle plateforme utiliser. Donc, c'est à partir de là qu'on a fait une mise à jour majeure sur notre solution, où on a ajouté la partie classe virtuelle en direct. Et à partir de là, nous avons commencé à recevoir des clients qui devenaient de plus en plus exigeants en fait. Tout simplement parce qu'ils utilisaient des plateformes de réunion qui étaient prédestinées à faire parenthèse, des réunions. pendant le Covid, c'était le Zoom. Exactement. Le Zoom, le Skype. Donc, le Zoom, Skype, Meet, voilà. Ou alors Microsoft Teams. Mais au bout d'un moment, nos clients ont commencé à devenir de plus en plus exigeants. Ils veulent savoir qui s'est connecté, à quelle heure, combien de temps il est resté, combien de minutes il a parlé, combien de fois il a levé la main, combien de Donc temps il y a il une a interaction. partagé. Exactement. Donc l'interaction déjà elle est en direct, avec des quiz en direct, partage de tableau blanc. Donc on peut même faire monter un élève au tableau. On peut, comme si on était dans une classe réelle mais virtuelle. Exactement. Donc on a essayé de reproduire un maximum tous les avantages du présentiel en ligne et on a offert aussi plus de possibilités, c'est-à-dire d'avoir un reporting 360 degrés pour même pouvoir faire du suivi pédagogique, calculer l'assiduité, voir qui participe le plus. On peut même donner des notes de participation, d'assiduité, de bonnes réponses. Donc tout ça, c'est inclus dans le package. Et en plus de ça, donc on a aussi la possibilité de gérer les utilisateurs. On sait qui se connecte, chaque utilisateur a son propre profil. Quand il se connecte à une classe virtuelle, on sait qui c'est. Son lien, il est personnel. Donc s'il le partage avec quelqu'un d'autre, la personne se connecte, lui il se déconnecte.
D'accord. Tout simplement parce qu'il a un jeton unique pour participer à la conférence. S'il le partage, donc il ne participe pas. C'est vrai que c'est aussi un souci, le fait de... Exactement. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont lancé aussi des formations en ligne avec des liens, et surtout pendant la Covid, Exactement. où il fallait tout simplement partager le lien, et puis on y avait accès, même si on n'avait pas payé, ou même si on n'avait pas le droit d'y accéder. C'est ça. Il y a eu même une histoire, mais bon, on n'en parlera pas, où des personnes se sont intruses dans des réunions très importantes. C'est ça. Donc, du coup, il faut faire très attention. Le côté sécurité est très important aussi. C'est non seulement c'est important, mais en plus, surtout quand on travaille avec des enfants primaires ou avec des mineurs surtout, Oui. on doit assurer leur sécurité, au moins contrôler et savoir qui est-ce qui se connecte à ces réunions. Exactement. On a eu des clients qui ont eu des intrusions de la part d'adultes dans des classes d'enfants et qui ont eu quand même des soucis par rapport à ça. Et du coup, déjà rien que ça, ça les a vraiment encouragés à aller vers une solution destinée à cet effet, donc une solution optimisée pour la formation. Très bien. Parce que quand on est en comité restreint, on est tous les 5, on fait un Zoom ou un Skype, donc il n'y a pas de souci. Aucun d'entre nous ne va faire fuiter, par exemple, un lien. Mais quand on travaille avec des enfants qui sont petits, qui aiment faire des bêtises aussi, donc ça arrive Oui. automatiquement. Oui, surtout si on laisse l'enfant devant l'écran, on lui dit tu vas suivre ta leçon. Oui. S'il n'y a pas moyen de voir l'assiduité, ce genre de choses, c'est clair qu'on va se dire, peut-être un moment, il reste, ou là, il va tout simplement faire autre chose, ou dessiner sur un cahier, enfin s'occuper à autre chose, dormir, possible, voilà. Exactement. Donc, voilà. Oui. Donc, en plus de ça, donc ça c'est le volet classe virtuelle. Après la plateforme, dans un seul cours, on peut avoir une classe virtuelle. Le module d'après, l'enregistrement de la classe virtuelle à revoir. Le module d'après, une vidéo tierce. Le module d'après, on peut avoir un document Word, Excel, PowerPoint, PDF. Donc on peut créer des cours vraiment très hétérogène en termes de contenu. On peut même mettre des quiz différés. Justement, quiz, ça me rappelle l'examen, justement, l'examen de fin d'année, par exemple, pour l'ONEFT, quand on fait l'examen, c'est en présentiel. On ne peut pas faire... et les examens de chaque trimestre aussi se fait en présentiel? Non. 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 À distance? Tout se fait à distance. En fait, nous avons 2 évaluations qui se font en autocorrection. Ce sont des devoirs autocorrectifs. D'accord. L'apprenant télécharge ses devoirs, les résout à la maison, et ensuite, un mois plus tard, il a les solutions. Il compare entre ce qu'il a fait et les véritables... Comment savoir si la personne a triché ou pas? Ça, c'est justement le hic. Voilà. Oui. C'est là le hic. Donc ça reste quand même un petit peu problématique. Bon, nous avons effectivement un moyen de savoir quel est l'apprenant qui est rentré à partir du moment, je vous ai dit tout à fait au début de l'année, une fois que le dossier est validé, l'apprenant a accès aux plateformes. Mais déjà, pour accéder à ces plateformes-là, il faut qu'il ait son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc chaque apprenant, donc nous avons chaque année quasiment 500 000 apprenants qui sont inscrits. Et chacun de ces apprenants-là a son nom d'utilisateur propre et son mot de passe propre. Donc pour accéder à la plateforme, il faut absolument qu'il accède avec ces données-là. Qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Très bien. Donc ça, c'est déjà un moyen de savoir qui est l'apprenant ou quel est l'apprenant qui est en ligne. Son nom est affiché, il sait très bien qu'il est connecté, etc. Nous avons le temps de connexion ainsi que toutes les interactions qu'il fait sur la plateforme, lorsqu'il discute avec des camarades ou lorsqu'il discute avec des enseignants, tout ce qu'il visualise ou visionne comme document. Et ça lui permet également à la fin de l'année d'avoir une note d'évaluation continue. Voilà. Et vous avez l'examen en présentiel là? L'examen se fait systématiquement en présentiel. La seule exception que nous avons, en fait, nous avons eu 2 exceptions. Nous avons 2 exceptions. La première exception, c'est le devoir électronique. Oui. Le but de ce devoir électronique-là, c'est d'habituer l'élève justement à l'outil informatique. Ça, c'est essentiel.
parce que c'est un objectif qui est quand même du 21e siècle, l'apprenant doit absolument avoir accès aux nouvelles technologies. Exactement. Donc on lui apprend à se familiariser avec cet outil et à bien le manipuler. Donc nous avons un devoir électronique. Le devoir électronique se fait sous forme de questions-réponses, bien entendu. À la fin de chaque matière, il a un temps de réalisation pour les questions. À la fin de chaque matière, il a une note d'évaluation qui est conservée dans des bases de données. La seule exception dont je vous parlais concernant l'examen, vous m'avez parlé de l'examen qui devait se faire en présentiel. Nous l'avons fait uniquement durant l'année Covid. Nous avons eu une autorisation spéciale du ministère de l'Éducation qui nous avait permis de faire l'examen en ligne. Pourquoi? Parce que les personnes étaient en état de confinement total. Donc, les chances comment dirais-je, d'avoir quelqu'un qui passe à la place de quelqu'un d'autre sont quand même relativement réduites. Oui. Je ne dirais pas qu'elles sont complètement nulles, mais elles sont quand même relativement réduites. Donc l'élève était obligé de composer par lui-même. D'accord. Voilà. Nous avons également, lors de cette session-là, réquisitionné certains établissements scolaires avec quelques enseignants qui ont pu accompagner les apprenants durant leur passage d'examen électronique. C'est la seule exception que nous avons faite jusqu'à présent. Mais sinon, l'examen se fait systématiquement en présentiel. D'accord, très bien. Et comme nous le voyons, l'éducation change, l'éducation évolue et maintenant, on a vraiment beaucoup recours à tout ce qui est tablette, ordinateur, tableau, électronique, ce genre de choses. Et justement, vous êtes là pour en parler aujourd'hui avec ce salon, l'EducTech, qui commencera à partir de demain. Donc, cette émission sera diffusée le 24, donc demain, le 25 au 29, au salon... à la SAFEX. À la SAFEX, exactement. Oui, donc, quel est le but justement de l'EducTech? D'accord. Donc, EducTech, c'est le salon de l'éducation et des technologies de la connaissance. L'objectif, c'est de réunir tout cet écosystème-là, entre eux, donc école, centre de formation, université, solutions e-learning, solutions éducatives, avec aussi les fournisseurs de matériel pédagogique, informatique, interactif. Donc tout ce monde-là sera réuni dans un seul endroit pour essayer de trouver les meilleures solutions pour évoluer dans l'éducation. Donc cet objectif-là, on pensait depuis 4 ans. Le Covid nous a poussé pour accélérer les choses et on y est maintenant. Donc, alhamdoulilah, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt. Il y aura beaucoup de participation, nationale ou internationale. Très bien. Même on a été rapproché par des fournisseurs étrangers. Ça, sincèrement, ça nous a fait vraiment plaisir que tout le monde est intéressé par ce salon-là. Il y aura des solutions, comme j'ai dit, des plateformes. On est vraiment... il y a incroyable de solutions qui sont existantes déjà en Algérie, on ne le savait même pas. Chaque jour, on est contacté par une société qui est en train de développer une solution et on ne savait même pas que les gens cherchaient ailleurs. Exactement, oui. Donc vous permettez à tout le monde de se réunir et de partager les solutions que tout le monde a et pouvoir avancer ensemble. Exact. Donc il y aura des écoles qui sont à la recherche d'apprenants, des solutions pour les écoles. Les directeurs d'école peuvent trouver leurs fournisseurs sur place. Et on va essayer d'imbriquer, donc mettre en relation tout ce monde-là dans un même endroit. Il y aura aussi des panels, des conférences. Oui. Et les après-midi, ce qu'on a appelé c'est les EducTalk. Donc c'est genre TEDx. Chaque exposant peut parler d'une storytelling. Comment ils ont débuté, comment ils ont trouvé des solutions, et c'est interactif. Donc ce sera tous les après-midi au niveau de la SAFEX, oui. Très bien, c'est très intéressant. Donc c'est la première édition. Première édition, et on a encore, je ne sais pas si vous avez entendu du concours, on a lancé le concours du meilleur enseignant, mais justement le meilleur enseignant en ligne en partenariat avec notre ami Omar.
Donc l'objectif, c'était de valoriser l'enseignant algérien. Oui. Donc chaque enseignant, les inscriptions se sont terminées le 31 août. Donc à partir de là, donc chaque enseignant mettait en ligne une vidéo. On l'a laissé ouvert, donc c'était pas spécifique. Les conditions, c'était de faire une vidéo où il présentait une leçon. Cours de langue, cours RH, il y avait 600 inscriptions, je crois, plus de 600. On a gardé 48, c'était le maximum, on ne pouvait pas faire plus. Et à partir du 1er septembre, les gens ont commencé à voter. C'est ouvert au public et c'est le public qui vote sur l'enseignant. Et ça fait un buzz sur toutes les plateformes. On a laissé la chance à tout le monde sur le territoire national. On a pratiquement plus de 34 wilayas. 34 wilayas, exactement. 48 enseignants. Oui. Très bien. Plus de Sur 18 tout 000 le territoire national. Tout le territoire national est ouvert. Donc ça crée une animation et c'est intéressant pour tout le monde. Et tout le monde peut s'inscrire pour devenir enseignant en ligne? Tout le monde oui. Pour le concours, donc... Il y a un concours, donc? En fait, c'est un concours. Il y a le concours du meilleur prof, mais pour s'inscrire et devenir prof en ligne. Pour s'inscrire pour devenir enseignant en ligne, on est en train de préparer des surprises pour le salon EducTech. Inch'Allah, si tout va bien et si on arrive à terminer à temps, on va offrir la chance à tous les enseignants algériens de pouvoir devenir enseignants en ligne. D'accord, très bien. Et justement, Wahida, est-ce que tu as déjà fait appel au e-learning? Est-ce que tu as déjà appris ou fait une formation sur le net? Je suis vraiment branchée, j'essaie d'écouter, de ramasser un peu ce que maximum d'informations. Voilà, exactement, parce que je suis vraiment passionnée. C'est vrai que depuis la Covid, tout a basculé dans nos vies, on s'est tous orientés vers Internet. Il y a plusieurs personnes, maintenant dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui se sont inscrits, qui ont repris leurs études, ils ont même obtenu des diplômes. J'ai eu moi-même l'expérience de faire des formations en ligne avec des attestations et tout. Et justement, je voulais vous demander, moi je ne suis pas enseignante, mais j'adore, je suis passionnée par tout ce qui est art et tout. Est-ce qu'il y a moyen, des profils comme moi, de donner des cours en ligne, justement? Bien sûr, en fait, les seules, on va dire, spécialités qui donnent vraiment des difficultés à les enseignants en ligne, c'est tout ce qui est conduite d'engin, les spécialités qui nécessitent vraiment de la pratique, par exemple du secourisme, et encore, donc il y a des simulateurs quand même assez poussés. D'ailleurs, justement, on est en train de travailler sur ça pour avoir des contenus quand même en 3 dimensions qui permettent vraiment de vivre l'expérience. Il y a quelques spécialités qui nécessitent quand même beaucoup de logistique pour les former, mais pour le reste, le e-learning, c'est super efficace. Donc, on pourrait faire du e-learning en VR? Oui, il y aura quelqu'un. Comme j'ai dit, en réalité virtuelle, pour ceux qui n'ont pas compris le VR. Voilà. Il y aura une société qui apprend aux élèves de coder en langue arabe, coder en informatique, programmer en langue arabe, et c'est une première. Et c'est possible de coder en arabe? Justement, là, on est en train de découvrir. Donc, il y aura des solutions interactives, des tableaux interactifs, il y aura les... J'essaie de me rappeler parce qu'il y a tellement de choses. Mais là, comme j'ai dit, on a été étonnés de la puissance de la chose. Il y a des jeunes startups qui seront là, qui ont développé des solutions de relations entre les écoles, des plateformes entre instituts, universités. Et ça va tellement vite qu'on est... J'espère qu'on sera à la hauteur, donc dans le sens parce que être au niveau de la transformation digitale, c'est pas aussi facile que... Justement, cette année, notre thème, c'est le digital au service de l'éducation. Donc on veut accompagner cette transformation-là du physique au digital. Il y aura même la société qui travaille avec l'éducation sur la plateforme, plutôt les tablettes pour chaque élève. Cette année, il y a eu quelques établissements, des établissements pilotes, où il y avait pour les élèves des tablettes et des tableaux interactifs et ce genre de choses. Donc ça a commencé.
J'espère que ça va encore évoluer et que ça s'étendra sur pratiquement tous les... On est obligé d'un côté. Il faut qu'on évolue avec notre temps, il faut suivre... voilà, le monde change et il faut le suivre, donc c'est clair. Et ça, votre salon, justement, je pense que ça tombe à pic. À pic, exactement, oui. Donc, time to market, comme on dit. Normalement, on y est, même il y a un besoin terrible. On ne peut pas s'en échapper. Là, on est obligé d'être là, d'accompagner ces entreprises-là et surtout les mettre en relation parce qu'à un certain moment, on voit que les écoles sont à la recherche d'un besoin, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. J'espère que EducTech sera la plateforme ou le salon pour tous ces besoins-là. Inch'Allah. Alors, on va continuer juste après la rubrique de Wahida avec WeShare. Et nous revenons. Oui. Alors, on revient au papier maintenant. Exactement. Voilà. Justement, j'allais vous dire depuis ce matin, par tout ce qui est technologique, tout ce qui est Internet, c'est très bien. Oui. Il faut toujours savoir que revenir vers le papier, c'est toujours bien, ça nous fait du bien. Et j'ai dit, tiens, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est e-learning. C'est à partir d'un certain âge où on se connecte, on utilise des tablettes pour pouvoir apprendre. Mais parlons des petits-enfants. On a toujours des enfants qui ont entre 6 et 12 ans qui n'utilisent pas spécialement tout ce qui est technologique. Donc, comment on peut leur apprendre? Et puis, certains parents qui ne veulent pas trop que leur enfant soit sur la tablette ou sur le téléphone. Disons que c'est une bonne chose. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On choisit d'autres alternatives. Par exemple, on a des magazines pour enfants. Oui. Aujourd'hui, moi, je vous ai ramené le magazine Romaïda. Je suppose que vous l'avez déjà vu en vente. Donc, il est en vente à travers le territoire national. Donc, Romaïda est un magazine bimensuel, donc destiné aux enfants de 6 à 12 ans, donc avec un contenu ludique, éducatif. On le trouve partout en Algérie, donc il est en vente. Alors, l'équipe de Romaïda est constituée de psychologues, orthophonistes, des créateurs, des designers, tout simplement pour étudier chaque apparition. Donc, il est adapté à tous les enfants, même des enfants à besoins spécifiques. Très bien. Voilà. Romaïda contient plusieurs rubriques. Voilà, vous êtes en train de feuilleter. Oui, on peut même le faire passer à nos invités. Si vous voulez, je peux vous faire passer les... Alors, ils ont une rubrique qui m'a marquée, c'est Célébration du patrimoine algérien. Tu te souviens, Mounia, on parle souvent de comment on apprend des choses aux petits-enfants, de quelle manière, surtout par rapport à notre... La transmission de l'histoire est très importante. Exactement, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, nous deux, on en parle souvent. Et justement, il faut savoir que Romaïda, ils font une formation de la célébration du patrimoine algérien. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils mettent en valeur les différentes régions de notre pays, les célébrations culturelles avec des termes communs et simplifiés pour vraiment essayer d'expliquer le plus simplement possible à des enfants qui ont 6-12 ans. Vous avez remarqué que le magazine, il est écrit en langue arabe, donc c'est une langue maîtrisée à travers le territoire national. On a aussi une rubrique qui est très importante, Mon ami différent. Il s'agit dans cette rubrique d'enfants différents, tout simplement, où on apprend à nos enfants la tolérance, le respect. On apprend chaque numéro, on apprend diverses pathologies aux enfants avec des termes simplifiés, tout simplement. Donc, à travers cette illustration, enfin, à travers des illustrations et des divertissements, donc, grâce à cette méthode, on apprend la notion du partage, du respect, de la tolérance aux enfants. Donc, s'il va avoir dans sa classe un enfant avec la trisomie 21, autiste ou autre pathologie, il ne va pas se dire « Ah, je connais Hada ». Voilà. Donc, il sera déjà, on prépare déjà les enfants psychologiquement, c'est une belle chose parce que ça construit les adultes de demain. Exactement. Les adultes qui vont respecter une société qui respecte autrui, qui accepte la différence tout simplement. Il y a une rubrique, le saviez-vous, Monia? Le saviez-vous? Le saviez-vous, une rubrique qui aide les jeunes lecteurs à acquérir de nouvelles connaissances de manière simplifiée et harmonieuse, donc histoire de garder l'information dans leur mémoire. Parce qu'un enfant de 6-12 ans, on ne va pas lui donner des informations qui le dépassent et qui ne va pas le retenir. Voilà, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, les couleurs, elles sont vraiment choisies. Et vous allez trouver aussi des rubriques faites par des enfants. Il y a une autre rubrique, le monde animal. C'est un monde passionnant pour des enfants ou des adultes aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque numéro, ils prennent un animal, ils le décortiquent d'une manière assez simple pour que l'enfant apprend c'est quoi l'animal, comment il vit, si on peut l'adopter ou pas, et tout simplement à faire très attention à ce qui l'entoure. En fait, l'enfant, il va grandir avec un monde où il y a plusieurs êtres vivants. Très bien. Voilà.
Ça enrichit la culture générale en tout cas, c'est super, c'est très intéressant. Beaucoup plus. Donc il y a aussi des concours qui se font souvent. Donc des petits concours, on demande aux petits-enfants à travers le territoire de prendre des petites photos du patrimoine ou bien des endroits à faire connaître dans leurs endroits, enfin dans leur région. Il y a aussi des concours où prochainement il va y avoir un concours parce qu'il va y avoir un salon de la miniature. Ils vont faire un petit concours avec les enfants et de toute manière tout est mis en ligne. Ils utilisent Internet eux aussi. Tout est mis en ligne, ils font souvent participer des enfants. Donc même ils leur proposent de faire des petites BD, s'ils ont des petites histoires et tout. Il y a des jeux éducatifs pour les enfants et des jeux ludiques. Voilà. Très bien. Donc ça c'est pour Romaïda. Il est disponible partout. Sur tout le territoire national? Surtout, on va dire 44 wilayas pour le moment. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est très bien. Ils sont présents dans tous les salons, toutes les foires. Dans le FIBDA précédent aussi, ils étaient présents. Oui. Ils sont présents souvent dans la foire du livre, dans plusieurs événements culturels ou bien associatifs aussi. Ils sont présents pour faire des ateliers avec les enfants et surtout les réconcilier avec la lecture. C'est important. Oui, surtout la lecture, c'est très important. Voilà. C'est ce que j'aime, c'est très important. La lecture, oui, très très important, mais il faut aussi rester. Moi, j'aime bien le livre. J'aime bien tout ce qui est papier, le palpable. Sur une tablette, oui, c'est bien pratique pour faire des exercices, faire pas mal de choses et tout ça. Mais pour lire un livre, personnellement, ça c'est mon avis. Voilà, c'est le toucher, c'est les pages qu'on tourne, c'est le marque-page. Oui, on en avait parlé aussi l'année dernière. Le livre se conserve. Voilà, et puis les livres se conservent et on n'a pas besoin de charger, on n'a pas besoin de réseau, on n'a pas besoin de tout ça. Donc même s'il n'y a pas de lumière, une coupure de lumière, d'internet, de tout ça, on est quand même armé pour... Et puis moi, ce que j'adore dans les livres qu'on retrouve pour les enfants, c'est les parties où on fait du coloriage. Donc en fait, on n'impose pas des couleurs à des enfants. Moi, si par exemple, si j'ai envie de l'avoir avec des cheveux bruns, je vais la colorer avec des cheveux bruns. Si j'ai envie de l'avoir en blanc, ou rose, ou violet, voilà, ou vert. Aider la créativité de l'enfant. Exactement. Ça, c'est important. Il y a aussi dans d'autres numéros où ils ont fait des bandes dessinées, où ils ont laissé les bulles vides, tout simplement pour les personnes qui ne savent pas encore lire et écrire, où ils peuvent imaginer leur propre scénario. Ça, c'est important. Comme ça, par exemple. Tout simplement, exactement, c'est ça. Où l'enfant imagine son propre scénario, il fait, on va dire, il va faire les dialogues tout seul en analysant les images, et c'est très important pour l'enfant, ça aussi. C'est ce qu'on faisait. Développer son imagination, mais c'est ce qu'on faisait quand on était au primaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait des affiches et puis il fallait expliquer ce qui était écrit et tout ça. Et je trouve ça très, très intéressant. Et puis ce qui est important aussi, c'est que dès leur jeune âge, on les initie à l'actualité. Vous vous souvenez des jeux qu'on a eu à Oran? Donc, oui. Voilà. Donc, on les initie à l'actualité. Exactement. Donc, jeu méditerranéen d'Oran. Exactement. Donc voilà, l'enfant, même s'il ne comprend pas tout, mais il va se dire, tiens, il y a un événement marquant en Algérie, de quoi il s'agit, il va demander à ses parents, il va lire des petites histoires, et en voyant ces personnages qu'il a dû voir dans la bande dessinée habillés en tenue de sport, il va se poser des questions, il va se dire, tiens, il y a un événement marquant, et il va comprendre avec... Ça stimule la curiosité. Exactement. Très bien. Voilà. Merci Wahida pour ce magazine. Pour ce magazine. Avant de se quitter, on a parlé des avantages du e-learning, des cours par correspondance et tout ça. Maintenant, il faut parler des inconvénients. Mais justement. Malheureusement. Et malheureusement, il y en a. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, quels sont les inconvénients justement de l'éducation à distance? C'est clair qu'il faut être sérieux, il faut vraiment vouloir le faire parce que se lever le matin et se dire encore une journée pour aller, aller à l'école. En temps normal, si on n'était pas obligé d'y aller, certains enfants n'iraient pas. Mais quand on le fait à la maison, c'est notre volonté qui nous pousse à le faire. Et justement, quels sont les autres inconvénients aussi? C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par l'enseignement à distance. Oui. Voilà. Par eux-mêmes. Voilà, donc s'il n'y a pas la volonté au départ, ça ne sert strictement à rien de s'inscrire. Oui. Voilà. Le second inconvénient, l'inconvénient, disons que c'est pas ce qui manque, disons, hein, voilà. Oui. C'est dans le monde du distanciel, donc déjà le fait de ne pas avoir un enseignant en face, c'est déjà un inconvénient, même si ça peut être dépassé par des moyens technologiques, etc. Mais ça reste quand même que la présence de l'enseignant. Oui, le contact direct avec l'enseignant, ça aide beaucoup, oui. Voilà. Le contact avec l'enseignant, il aide énormément. Exactement. Donc, je vous ai dit, même si on y pallie avec les moyens technologiques, ça reste quand même manquant. Oui. Donc, ça reste un inconvénient.
Le second inconvénient, on en parlait à l'instant, c'est la lecture. Oui. La lecture et le livre, le palper. Voilà, donc on aime bien la sensation de te lire un bouquin, de pouvoir écrire. Écrire surtout, voilà. oui, parce que maintenant avec les tablettes, les claviers et tout ça, on ne sait même plus prendre un stylo, on n'a plus l'habitude de prendre un stylo et écrire. Exactement. Et nous avons même des apprenants qui ne savent même pas écrire, en fait. Oui. Et nous l'avons même constaté lors des tests de niveau. L'élève ne sait pas réellement écrire. Il écrit, mais bon, c'est une écriture un peu tordue, un peu... oui. Voilà. Avec les technologies, on a les correcteurs, même les mots, on ne sait pas comment les utiliser. Même pour l'orthographe, c'est donc vrai. ça reste quand même des inconvénients certains. On a commencé à oublier tout. Oui. Il y a tellement... Le technique, le digital est en train d'aider et nos mémoires, je crois, commencent à en perdre un peu par rapport. On oublie les mots, on oublie que l'inscription, comment se fait. Mais reste que, c'est vrai, le livre est important. Très important. Mais il faut vivre avec son temps. Je crois qu'il faut travailler sur la moyenne. Oui. Une moyenne. Donc il y a un temps pour le livre et un temps pour le digital pour avoir la totalité, je crois. Moi, je peux vous dire un inconvénient, Oui. vous allez me dire, c'est... moi, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est relationnel, tout ce qui est social. Parce que je me dis peut-être que quelqu'un, quand il est derrière son écran, il est tout le temps derrière son écran, il ne voit pas de monde, il ne partage pas, il n'échange pas. Est-ce que ça n'affecte pas la... Oui, c'est le fait de se retrouver seul dans son coin. C'est effectivement un gros inconvénient. Et aussi la perte d'identité. Donc les gens peuvent se cacher derrière un écran et se créer une identité. Et à un certain moment, on a peur de se perdre dans cet environnement-là. C'est vrai qu'on crée un personnage, on crée un personnage pour être au contact des personnes qui sont derrière son écran et la réalité dit tout autre. Donc d'ailleurs, on va parler prochainement d'un sujet dans le... Oui, exactement. Voilà. C'est vrai qu'on se crée une carapace, on se protège. Certaines personnes ne supportent pas d'être en société ou directement avec des personnes ou parler au téléphone, tout simplement parler au téléphone. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas répondre au téléphone ou passer des appels. Et se protéger derrière un écran, c'est vrai que ça nous aide, mais d'un autre côté, ça ne nous arrange pas tant que ça parce qu'on n'avance pas finalement. Ça limite beaucoup les interactions sociales. Voilà. Et si on veut travailler plus tard, si on veut, c'est important. Moi, j'ai plus peur pour nos enfants. Parce que nous, on a vécu le réel et on est en train de vivre la transformation. Mais nos enfants se cachent directement et j'ai peur de cette isolation-là. Donc, ils sont en train de s'isoler et ils ne se rendent pas compte, c'est ça, oui. Exactement. Il est très important d'offrir à ces enfants des livres dès leur jeune âge, leur apprendre dès leur jeune âge avant de passer aux applications ou bien aux tablettes, tout ce qui est technologique, papier, parce que en fait, ça nous marque. Moi-même, quand j'étais petite, ma grand-mère, au lieu de m'offrir des bonbons ou des friandises, c'était des livres. Et puis, c'est ce qui m'a marqué en réalité. Après, si on dépasse un certain âge, ça m'est arrivé d'offrir des livres à mes amis, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus lecteurs ou quoi que ce soit. Oui. Si on ne le fait pas... Ça se travaille dès le début. Exactement. À la naissance, moi, je dirais même à la naissance, on met, au lieu de mettre n'importe quoi, on peut mettre des livres spéciaux pour enfants en tissu et tout ça. Ça existe. Et ça aide à habituer l'enfant à la lecture, au toucher du livre, à ce genre de choses. La lecture du soir, bien sûr, avant de dormir, c'est très important. C'est mieux qu'un écran bleu. C'est beaucoup mieux qu'un écran bleu et bien sûr éviter les écrans jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je crois que c'est l'OMS qui dit ça et ce serait positif pour votre enfant parce que ça lui permettra de développer son imaginaire à travers la lecture, à travers pas mal de choses et ce sera bon aussi pour ses yeux. Tout à fait. Voilà. Même une dernière chose, les jeux. On voit nos enfants sont connectés à la télé, il n'y a plus, vous vous rappelez tous, chaque période, il y avait Zarabat, Zarbot, il y avait le ballon, il y avait tout ça. Les osselets. On créait ça. Donc on n'avait pas, mais on créait. Maintenant, il y a un seul jeu, c'est un jeu électronique, et tout le monde, il y a trop de violence, etc. Mais il n'y a pas de relation entre amical, le toucher, le il n'y a pas d'interaction sociale. Oui, voilà. Exactement. On se retrouve un peu isolé et un peu isolé avec son écran à jouer tout seul, alors qu'avant on sortait Fulhoma, simplement. Et puis pour jouer à la marraine, jouer à la corde. Exact, et tout le monde créait. On s'est laissé, on tombait. Exact, oui. J'espère que ça va se reprendre surtout. Oui, j'espère que ça va reprendre, mais ça a quand même quelques positifs.
tout est bon et tout est mauvais. Mais bien sûr, Tout est c'est une toujours question comme ça. de savoir équilibrer les choses. Oui, Voilà. exactement. En fait, c'est une question d'époque aussi, à l'ère du digital où tout le monde va à la vitesse de la lumière, se mettre avec sa 4L à 60 à l'heure, Oui. on ne va pas arriver tout de Il ne faut suite. pas vivre dans le passé non plus, Ouais, c'est clair. c'est ça le truc. En fait, faut suivre. oui. Oui, il faut suivre. En fait, le digital permet d'aller plus vite, de s'instruire plus vite, de comprendre plus vite. D'ailleurs, on a des élèves, des enfants qui vont à l'école, ils ont plus d'informations sur Internet que ce qu'ils ont à l'école. C'est vrai. Et du coup, c'est comme Ça l'enfant complique les choses avec l'enseignant. c'est comme l'enseignant qui apprenait à ses élèves les trois formes de l'eau, donc gazeuse, Oui. voilà, liquide et Solide. l'autre, l'élève, il lève sa main, mais non, monsieur, en fait, il y en a 9. Et... Oui, quand on fait des Ça recherches mélange. poussées, tout ça. Franchement, être Oui. à la place du prof, j'aimerais J'aimerais pas ça. non plus. Ça complique C'est les clair. relations. Ça Exactement. complique un peu les relations et puis aussi on peut tomber aussi sur de fausses informations sur le net. Exact C'est pour aussi. ça qu'il faut savoir Ouais. sélectionner, il faut savoir Filtrer. faire attention en tout cas. C'était un plaisir messieurs, c'est déjà plaisir fini, est on a pour encore nous. beaucoup à dire mais c'est plaisir déjà vraiment la fin. partagé. Merci à Alors merci à vous monsieur Rachid Achol, vous êtes directeur du centre de l'ONEFD de Tizi Ouzou. Merci d'avoir participé et toutes les informations que vous nous avez données. Je vous en prie. Merci Plaisir à était pour moi. Merci à vous, Monsieur Abdelhafid Boudjemlin. Vous êtes organisateur du Salon de l'éducation et des technologies de la connaissance, l'EducTech, qui aura lieu du 25 au 29 octobre à la SAFEX. Merci, venez nombreux, venez nous visiter. Marhaba bikoum. Merci. Et merci aussi à vous, à Monsieur Omar Ali Yahya. Vous êtes le directeur général de Biform, le leader en e-learning en Algérie. Merci encore. Merci à vous, madame, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci, Wahida. Avec plaisir, Mounia. À demain. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain, 10h30, Canal Algérie, toujours.